Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce plateau, dédié pour l'heure qui suit à un sujet brûlant à bien des égards, le changement climatique, dû aux activités humaines et plus spécialement aux émissions de gaz à effet de serre. L'actualité récente a encore une fois rappelé l'urgence climatique à laquelle fait face l'humanité, l'ensemble de l'humanité. Feux de forêt plus fréquents et plus intenses, sécheresse, inondations, écarts de température. Autant de signes visibles des conséquences dramatiques de l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre et de l'augmentation des températures. Chaque année, de nouveaux extrêmes sont franchis et les événements climatiques qui avant étaient exceptionnels deviennent la norme même dans nos régions. L'heure est plus que jamais à l'action et vous allez l'entendre, grâce à nos intervenants aujourd'hui, des solutions existent pour contribuer à maintenir l'augmentation des températures à 1,5 degré maximum. Pour celles et ceux d'entre vous qui nous suivez, n'hésitez pas à agir, à réagir sur les médias sociaux avec le hashtag LSF 2021. Nous accueillons maintenant notre première invitée, Célia Sapar, Director Communications and Climate Science chez CO2 Value Europe. Célia, vous êtes climatologue et experte faisant partie du panel de relecteurs du rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, IPCC en anglais. Pouvez-vous nous dire quelles sont les dernières constatations, conclusions de ce rapport, les conséquences de celle-ci et peut-être aussi les premières pistes sur lesquelles nous pouvons travailler? Bonjour Sophie, bonjour à tous. Le 6e rapport d'évaluation du GIEC sur l'état physique de notre climat a été publié en août dernier et les constats, je pense que nombreux les ont entendus, sont absolument alarmants. En un siècle, la température globale à la surface de la Terre a augmenté de 1,2 degré et il est aujourd'hui sans équivoque que ce sont les activités humaines qui entraînent un réchauffement de nos océans, de nos continents et de nos atmosphères. Et ce réchauffement aujourd'hui est global, il touche toutes les régions de la Terre sous différents aspects et à différents niveaux. Et si on regarde les données climatiques sur des très longues échelles de temps, donc les données climatiques qu'on a pu extraire notamment des carottes de glace, où on peut définir la température qu'il faisait dans le passé, mais aussi la composition de notre atmosphère dans le passé, on voit qu'aujourd'hui, les conditions climatiques sont sans précédent. Donc on a un réchauffement très rapide, sur une très courte échelle de temps, et surtout des quantités de gaz à effet de serre, de CO2, de méthane, d'oxyde nitreux, qui sont des gaz à effet de serre extrêmement puissants dans notre atmosphère, qui sont bien au-delà de ce qui a pu être mesuré, en tout cas sur les 800 000 dernières années, et sans doute bien au-delà. Et donc nous sommes vraiment dans une situation qui est absolument critique et il faut absolument tout faire pour essayer de limiter au maximum ce réchauffement. Donc les conséquences de nos émissions de gaz à effet de serre sont ces phénomènes extrêmes, donc une accentuation de ces phénomènes, une intensification, mais aussi une récurrence de plus en plus importante de ces phénomènes. On parle de cyclones, on parle de tempêtes, on parle de pluies diluviennes, de périodes beaucoup plus sèches. Et plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus il va y avoir cette intensification. Ça, c'est quelque chose qui est aussi absolument clair dans les données. Et ces changements climatiques, souvent on en a parlé en parlant vraiment du futur, c'est un peu de la science-fiction, mais je pense que ce que nous avons vécu durant les derniers étés nous montre que ce n'est pas de la science-fiction. Les changements climatiques existent aujourd'hui, on les vit tous les jours, et on observe très clairement que les derniers étés que nous avons vécus, ces derniers 5-6 ans, ont montré énormément de phénomènes extrêmes, et ces phénomènes extrêmes deviennent la nouvelle norme de ces prochaines années. Et cette norme, elle va empirer dans les années à venir si rien n'est fait pour limiter les choses. Donc aujourd'hui, l'activité humaine, c'est le contrôleur principal en fait, de notre climat. Et nous avons encore le contrôle sur ce thermostat terrestre, si on peut l'appeler ainsi. Mais si nous dépassons les 1,5 degrés de réchauffement global, nous allons atteindre des points de basculement, et c'est ce qui a été mis en avant dans ce rapport du GIEC. Et ces points de basculement signifient qu'on va perdre le contrôle sur ce thermostat à un certain moment.
Et que, par exemple, on a les calottes glaciaires qui fondent déjà énormément, mais si on dépasse ces 1,5 degrés ou ces 2 degrés de réchauffement globaux, on pourrait avoir une intensification de cette fonte, notamment du fait que la glace fond et qu'on a des couches d'eau en fait, sous les calottes qui vont accélérer très rapidement cette fonte des calottes et qui vont faire donc monter aussi le niveau de la mer, peut-être de manière très abrupte. Donc si on dépasse ce seuil à nouveau de 1,5 ou 2 degrés, on risque d'avoir ce type de phénomène où on n'aura plus aucun contrôle. Il y a aussi ces permafrosts, c'est-à-dire gelés de manière permanente en Arctique qui se réchauffent. Et dans ces permafrosts, on a de la production de méthane, qui est un gaz à effet de serre très important. Et donc plus on va avoir de réchauffement, plus on va avoir de ce méthane qui va accentuer l'effet de serre. Et donc il faut absolument essayer de limiter les températures pour éviter que ces permafrosts à nouveau se réchauffent très vite et entraînent ce réchauffement drastique. Donc comme vous l'avez dit et comme cela a été dit de nombreuses fois aujourd'hui, nous devons agir urgemment et tout mettre en œuvre aujourd'hui, non seulement pour cesser d'émettre des gaz à effet de serre, mais nous devons aussi agir pour protéger, préserver et régénérer à tout prix les puits de carbone naturels, donc ces puits qui enlèvent le CO2 de l'atmosphère, comme évidemment les arbres et les végétaux, etc., et aussi développer des puits technologiques de carbone, ça c'est aussi une évidence, pour créer des émissions négatives. On sait aussi que ça va être nécessaire quoi qu'il arrive. Donc il faut prendre le low-tech et le high-tech, toutes les différentes solutions combinées. Il n'y a pas de solution magique à part la sobriété, et ça on insiste dessus, la sobriété énergétique, la sobriété en termes de consommation, de production. Donc il faut passer d'une économie du toujours plus à une économie du toujours moins. Et une chose est sûre aujourd'hui, c'est que sans faire preuve de sobriété, on n'arrivera pas à atténuer les changements climatiques. Donc prenons toutes les solutions ensemble, d'une manière holistique, pour résoudre le problème. Merci Célia, merci. Pour nous permettre d'avoir une idée plus précise de l'impact du Luxembourg, plus particulièrement, nous accueillons maintenant Christina Ellert, membre du Conseil supérieur pour un développement durable. Au Luxembourg, le CSDD a pour objectif d'aborder des questions ou thématiques de manière systémique. Il agit comme un think tank. Une de ses priorités est la sensibilisation au développement durable. Il est composé de 15 personnes indépendantes nommées par le gouvernement. Christina, bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre Célia nous présenter la situation climatique actuelle et ses conséquences écologiques au niveau mondial. Qu'en est-il du Luxembourg ? Afin d'obtenir une cartographie de l'origine des émissions de gaz à effet de serre au Grand-Duché, le CSDD a commandé une étude sur l'empreinte écologique du pays. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, merci Sophie et bonjour Sophie, bonjour tout le monde et merci pour cette invitation du CSDD à ce forum. Et je pense, oui, ce forum le met bien en évidence. Il n'y a plus de question pour les entreprises comme pour nous tous sur la question de est-ce que nous devons agir sur les dimensions du changement climatique et aussi sur les fondations sociales. Donc effectivement, le CSDD s'est penché sur la question de l'empreinte écologique et les émissions de gaz à effet de serre. Donc l'économiste Kate Raworth, et ici on voit ce schéma du donut, elle a façonné cette théorie du donut qu'on trouve très intéressante parce qu'en une image, on voit très bien les deux dimensions, l'action sur les limites planétaires et les actions sur les bases, sur les besoins fondamentaux humains. Donc, elle a vraiment voulu exprimer comment une activité humaine et économique peuvent se produire dans un cadre, dans un espace sûr et durable en respectant ces deux dimensions. Donc pour ça, je trouve ça intéressant. Ça peut être un support, un outil et à la fois aussi une inspiration pour les entreprises comme pour nous tous et les acteurs politiques également. Donc, mais pour revenir, je pense maintenant aux travaux de CSDD, effectivement, l'année dernière, nous avons voulu comprendre finalement quelle pression les activités humaines exercent au Luxembourg, exercent sur la planète. Et pour cela, nous nous sommes servis d'une approche bien connue, une méthodologie connue qui s'appelle empreinte écologique et qui a été développée par le Global Footprint Network. Et l'empreinte carbone, en fait partie de cette analyse. Donc, comment ça fonctionne ? L'empreinte écologique, il est exprimé en hectares globaux. Ça veut dire, finalement, qu'elle demande
en surface exerce une activité. Donc on le traduit en hectares globaux. Et pour le carbone, plus précisément, ça veut dire quelle surface est nécessaire pour absorber les émissions de CO2. Par contre, en général, l'empreinte carbone fait aussi référence à la surface nécessaire pour produire les ressources, pour absorber les déchets et les émissions. Donc maintenant, on peut peut-être regarder les résultats de 2018. Voilà, ici on a une vue globale là-dessus. Donc pour l'année 2018, la demande du Luxembourg en global hectare était de 7,6 millions d'hectares. Alors que la biocapacité, ça ne se voit pas sur ce diagramme, mais vous pouvez consulter nos données sur le rapport détaillé sur notre site web. Donc la biocapacité, donc la surface disponible pour produire des ressources et pour absorber les émissions est uniquement 800 000 global hectares. Pour mettre ça sur le per capita, ça se voit à droite sur le schéma, par habitant, ça fait une demande de surface de 12,7 hectares. Et avec cela, on est encore plus que 2 fois plus haut que chez les voisins en France et en Allemagne, même si on considère le tourisme au pétrole dont on parle beaucoup au Luxembourg. Donc, on a différencié un peu les analyses pour comprendre cet aspect aussi. Et on voit une augmentation. Ce qui est intéressant avec les données, c'est d'avoir comment on a évolué dans le temps. Donc, on a comparé les données de 2008 à celles de 2018 et on voit une augmentation en absolu, mais également en relatif, même si on tient compte de l'augmentation de la population aussi Alors, Christina, au Luxembourg. Sur la base de ces résultats, quelles sont en quelques mots les recommandations que le CSDD tire? Donc aujourd'hui, nous sommes encore dans une analyse des données plus pertinentes. Donc on va encore aller plus loin pour mieux communiquer sur les détails de l'empreinte carbone sur notre site web myfootprint.lu. Et nous allons aussi engager un discours avec les acteurs pour comprendre vraiment, discuter des leviers politiques, entreprises et citoyens. Mais maintenant, je veux peut-être creuser un peu l'aspect pour les entreprises parce qu'on est au forum IMS aujourd'hui. Donc, je voudrais m'adresser aussi aux entreprises vraiment parce qu'on trouve que ces résultats sont assez alarmants et devraient vraiment aussi mobiliser toutes les entreprises au Luxembourg. Et pour cela, le CSDD est vraiment d'avis que les entreprises devraient agir avec excellence et ambition. Donc, comme le CSDD se penche aujourd'hui sur les données du Luxembourg, un premier constat, c'est déjà chaque entreprise doit comprendre son profil d'émissions, et je parle de scope 1, de scope 2 et de scope 3. Donc, le scope 1, les émissions directes liées à la combustion, scope 2, les émissions indirectes liées à l'électricité, et scope 3, toutes les autres émissions à la chaîne de valeur, dont les biens, énergie grise, transport des personnes. Donc ça, c'est vraiment la base pour pouvoir agir. Et après, on attend vraiment je reviens sur le volet ambition. Donc aujourd'hui, on a des outils en main pour déterminer vraiment vers quoi comment on devrait contribuer quantitativement. On en parlera tout à l'heure. Je pense qu'on va en entendre plus sur ce volet. Mais c'est clair que les ambitions devraient porter sur les réductions de scope 1, 2 et 3. Donc vraiment, efficacité énergétique, on vient d'entendre parler de la sobriété. Donc réduction de consommation et réduction d'émissions. Merci. La compensation, c'est un dernier moyen, mais vraiment un tout dernier ressort. Et ensuite, merci beaucoup, Christina. Le constat est très lourd, très sévère. Et le Luxembourg porte sa part de responsabilité. Il est clair qu'un travail de sensibilisation et d'information est nécessaire pour permettre d'impulser le changement auprès de tous les acteurs de la société. C'est précisément ce que nous faisons, ce à quoi nous contribuons chez IMS Luxembourg. J'invite maintenant Frédéric Meis à venir nous rejoindre.
Frédéric, tu es Project Manager chez IMS Luxembourg, plus spécialement en charge de ce que nous avons appelé la Science Based Targets and Climate Action Luxembourg Task Force. Qu'en est-il ? Bonjour Sophie, comme tu le disais, une partie du changement passe encore et toujours par la sensibilisation, le partage de connaissances, de bonnes pratiques et de propositions de solutions concrètes pour arriver à réduire en fait, les émissions de gaz à effet de serre et maintenir les températures à maximum 1,5 degrés Celsius. C'est pourquoi depuis mars 2021, donc, IMS a lancé un programme de travail donc appelé Science Based Targets and Climate Action Luxembourg Task Force. Donc Science Based Targets, d'une part, car le programme a pour objectif principal d'aider nos membres à établir en fait, et réaliser leurs cibles de réduction de gaz à effet de serre, et ce, en lien avec les dernières recherches de la science climatique. Donc, le programme s'inspire notamment de la Science Based Target Initiative, donc SBTI, qui a été créée conjointement par le Carbon Disclosure Project, le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute et le World Wide Fund for Nature en 2015. Donc, il y a Climate Action Task Force d'autre part, car le programme vise à créer donc une plateforme collaborative où chacun peut échanger sur le défi de l'action climatique et apprendre d'experts et d'organisations déjà engagés dans le processus. Elle permet également des synergies afin de contribuer à ce que les organisations membres d'IMS soient réellement les moteurs de l'action climatique au Luxembourg. Donc, le groupe de travail rassemble 45 entreprises venant de différents horizons, donc 28% qui sont actifs dans les domaines de la consultance et des services juridiques, 22% dans les services financiers et 15% dans le secteur de l'énergie et de l'industrie. Il y a également des organisations publiques présentes dans la task force. À 7 mois du démarrage de celle-ci, donc une dizaine de membres nous ont confirmé donc leur intention de rentrer dans un processus de réduction de gaz à effet de serre. Donc le groupe de travail se réunit toutes les 6 semaines environ au sein d'ateliers. Et donc ces ateliers permettent en fait d'expliquer les démarches à entreprendre et de démystifier certaines étapes qui peuvent paraître complexes à mettre en œuvre. Ils permettent aussi aux entreprises de partager leur expérience et dans certains cas de solutionner des difficultés qu'elles pourraient rencontrer. Jusqu'à présent, donc, les différents ateliers ont permis d'aborder le processus dans sa globalité, de découvrir les alternatives à la SBTI, comme par exemple le Net Zero Initiative ou Climate Pledge, mais également de concrètement apprendre à analyser l'origine de ces émissions, à les cartographier et à les quantifier. Le dernier workshop en date portait sur la détermination des objectifs et des questions comme comment les déterminer, sur quelle année de base se référencer, ont été abordées via des exemples concrets. Le prochain workshop portera plus spécifiquement sur les émissions indirectes, dites de scope 3, et c'est-à-dire ce sont toutes les émissions qui ne sont pas directement liées à la fabrication du produit, mais à d'autres étapes de son cycle de vie. Donc c'est un sujet très complexe, et donc on verra comment est-ce qu'on peut les quantifier et les réduire. Merci beaucoup Frédéric. Alors on l'a vu, la sensibilisation et l'explication du phénomène de réchauffement climatique en cours invite à repenser et à changer nos modes de fonctionnement pour arriver précisément à respecter ces engagements pris au niveau international et éviter les conséquences catastrophiques du changement climatique. Nous allons maintenant donner la parole à des organisations qui vont nous parler des initiatives qu'elles mettent en place pour précisément réduire leur impact et contribuer à développer des solutions. Nous accueillons maintenant Olivier Vassard, CEO de Stelligence, filiale d'ArcelorMittal. Voilà. Alors, Olivier, ArcelorMittal est une entreprise mondialement connue, première entreprise sidérurgique et minière du monde. Et de ce fait, une grande émettrice de gaz à effet de serre. Pourriez-vous nous préciser, nous présenter quelles sont les initiatives que vous mettez en place pour faire face à ce défi ? Et premièrement, le groupe ArcelorMittal, donc comme vous l'avez dit, on a une base, je dirais, de production qui est mondiale. On n'a pas que de la production en Europe. Et nous avons pris des engagements de réduction de gaz à effet de serre, je dirais, assez importants. Donc, à l'issue 2030, nous allons réduire de 25% nos émissions au niveau mondial et atteindre la neutralité carbone pour 2050. Donc, pas seulement sur le périmètre européen, mais sur l'entièreté du périmètre d'ArcelorMittal. Alors, pourquoi peut-on prendre ce type d'engagement aujourd'hui ? Parce que cela fait maintenant des décennies que nous travaillons sur ce sujet de la décarbonisation, que nous développons
avec des acteurs du marché, avec des startups, avec des académiques, des technologies qui nous permettent aujourd'hui d'arriver au niveau industriel. Donc nous mettons en place, dès à présent, des lignes pilotes, des nouvelles lignes de production d'acier qui vont pouvoir nous permettre, premièrement, de décarboner ce qu'on appelle nos hauts fourneaux, donc c'est-à-dire les usines qui utilisent le minerai de l'acier et le charbon pour créer cet acier liquide. On met en place des technologies qui vont pouvoir nous permettre, sur ces hauts fourneaux, de réduire l'impact environnemental. Nous travaillons aussi au niveau pilote industriel et non pas au niveau recherche et développement sur des nouvelles technologies qui vont nous permettre de produire de l'acier directement neutre en carbone, donc sans émettre d'acier et sans devoir le capturer et le réutiliser. Donc nous avons un pilote industriel à Hambourg et un pilote industriel en Espagne, donc qui nous permet de produire de l'acier à base de minerais et d'hydrogène. Et alors le dernier point qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est le recyclage de l'acier. Donc l'acier est un matériau qui est très très recyclé aujourd'hui. Et si on est à Luxembourg, si on prend notre asset industriel au Luxembourg, donc on produit plus de 3 millions de tonnes d'acier à Luxembourg, l'entièreté de la production provient du recyclage. Donc il n'y a pas quasiment d'émissions directes à Luxembourg parce que toute la matière première provient d'acier recyclé. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'applications concrètes de ces nouveaux produits, de ces nouveaux aciers ? L'acier, on le retrouve partout. Donc, si vous regardez autour de vous, vous allez retrouver de l'acier dans vos voitures, dans vos bâtiments, dans les machines à laver, dans les rails pour les transports en commun, dans les infrastructures. Et donc, nous travaillons beaucoup avec nos clients. Et si je prends le monde de l'automobile, nous avons un centre de recherche en France qui est entièrement dédié au design automobile. Donc, on ne travaille absolument plus sur le matériau, on travaille avec les grands constructeurs pour faire le design des voitures et leur permettre d'économiser de l'acier dans les véhicules que vous utilisez au jour le jour. Donc ça, pour nous, c'est la première étape, économiser le matériau. Donc utiliser moins de matériaux pour réaliser le besoin. Donc on travaille dans l'automobile, on travaille dans l'appliance, les différentes choses que vous utilisez au jour le jour. Et alors, on est aussi très actif dans le domaine de la construction. Est-ce que là, il y a l'un ou l'autre exemple plus précis dans le secteur de la construction que vous pourriez nous partager aujourd'hui ? L'acier est un matériau qui est énormément utilisé en construction et il serait un peu fou de dire que l'acier est la solution pour la construction. La solution pour la construction, à mon sens, c'est la combinaison des matériaux et utiliser le bon matériau à la bonne place et ne pas se focaliser sur le béton, le bois, l'acier et les traiter séparément. Donc, une première chose, c'est utiliser le bon matériau à la bonne place dans les bâtiments. Et alors, on a deux petits exemples à Luxembourg que l'on a fait avec mon ami Bruno Renders de l'Institut de formation sectorielle du bâtiment. On vient de terminer un bâtiment qui est en fait une serre que l'on a implantée au-dessus de leur restaurant d'entreprise. Et le but de la serre, ce n'est pas simplement de produire des légumes qui vont être utilisés. Tout le concept de la serre a été introduit dans l'urbanisme local, c'est-à-dire que dans des bâtiments de bureaux et dans la pièce où nous sommes, et nous respirons, c'est-à-dire que nous créons du CO2. Donc la concentration en CO2 dans la pièce, ici, est supérieure à l'extérieur. Et donc cette serre permet de recycler ce CO2 directement du bâtiment pour faire pousser les légumes qui vont y être produits. Donc c'est un pilote industriel et qui va pouvoir être mis dans plusieurs autres endroits. Et alors un projet que nous allons lancer incessamment sous peu aussi à l'IFSB, c'est des bâtiments de bureaux et bâtiments industriels entièrement démontables. Donc c'est-à-dire qu'on repense le bâtiment totalement différemment et grâce à l'acier et la facilité d'assemblage, on va pouvoir construire des bâtiments mais que l'on peut modifier, que l'on peut changer, que l'on peut démonter, que l'on peut déplacer sans aucun souci. Donc
il faut travailler à la fois sur le matériau et aussi sur l'utilisation de ces matériaux par nos clients. Absolument. Merci Olivier, merci pour ces exemples, pour ces précisions sur précisément ces nouveaux modes de construction, ces nouvelles méthodes de production, ces nouveaux produits, avec effectivement un focus croissant aussi sur l'efficience énergétique, l'utilisation toujours croissante d'énergies renouvelables également. Tout ceci demande des capitaux importants. Qu'en est-il des banques ? Qu'en est-il du secteur financier dans son ensemble ? Est-ce que le secteur s'adapte lui aussi ? Les banques adaptent-elles leur stratégie pour précisément soutenir et faciliter ces innovations dont nous venons de parler ? C'est ce dont nous allons parler maintenant avec deux de nos intervenants. Ulrich Vogtmann de BNP Paribas Asset Management et Michael Finucane de la Banque européenne d'investissement. Nos deux intervenants sont anglophones, donc nous allons poursuivre pour le moment qui suit en anglais. Ulrich, welcome. Ulrich, bienvenue de me recevoir. Vous êtes donc co-directeur du groupe de stratégie environnementale à BNP Paribas Asset Management. Quelle est la stratégie de vos fonds pour traiter de la décarbonation et arriver au zéro émission nette? Eh bien, nous sommes dans la gestion de patrimoine et en fait, nous pouvons soutenir et créer beaucoup d'impact en allouant des capitaux aux sociétés qui peuvent faire la différence en ce qui concerne la décarbonation et la manière dont nous traitons les ressources naturelles. Et au sein du groupe de stratégie environnementale de BNP Paribas Asset Management, eh bien, excusez-moi, nous avons 6 domaines d'action différents pour le changement climatique. Donc, les 3 premiers sont sur la réduction des émissions de carbone et la décarbonation, la transition énergétique, parce que les systèmes de production d'énergie d'aujourd'hui sont responsables de 75% des émissions de carbone actuelles. Donc, il faut vraiment évoluer au niveau de la production de l'énergie, l'efficacité énergétique, l'infrastructure et le transport d'électricité. Il faut investir dans ces domaines. Et si nous voulons arriver au zéro émission nette, nous devrons canaliser 150 000 milliards de dollars d'ici 2050 pour arriver à cet objectif. Et donc, les fonds doivent permettre aux investisseurs de soutenir les sociétés, les entreprises qui vont dans ce sens. Mais attention, le changement climatique, ce n'est pas seulement des émissions de carbone. La nature est importante et la nature est un domaine qui n'a pas été suffisamment traité quand on parle de changement climatique. Et d'ici juin, nous allons lancer un fonds auquel nous travaillons depuis 3 ans. Alors, comment investir dans le capital naturel, les ressources naturelles qui sont les océans, la terre, tout ce qui produit la nourriture, l'agriculture et puis aussi les zones urbanisées? Comment créer des bâtiments plus durables, des villes plus durables? Donc, les écosystèmes qui jouent un rôle. Car le problème d'aujourd'hui, c'est que nous consommons de ressources naturelles à un rythme qui est 1,7 fois plus rapide que celui auquel elles peuvent se régénérer. Et il faut donner aux banques et aux investisseurs la possibilité de soutenir des sociétés et de bénéficier des retours de sociétés qui peuvent traiter ces problèmes et qui ont des solutions. Car nous sommes fermement convaincus que si on a des solutions à ces problèmes, on aura des bénéfices qui seront plus importants que d'habitude, c'est-à-dire que c'est un double gagnant. Dites-moi, comment est-ce que vous mesurez les impacts de vos fonds
à cela, c'est justement une partie du double retour, du double gagnant, parce que il y a bien sûr les retours sur investissement pour nos investisseurs, mais aussi l'impact facilité par nos fonds d'investissement, l'impact positif pour la nature. Comment est-ce qu'on fait un impact? Quand on investit dans du capital social d'entreprise, comment est-ce que cela fonctionne? Et puis, si on voit tout ce qu'on investit en termes de capitalisation boursière, les ressources, eh bien, on peut faire beaucoup d'impact quand on investit aussi dans les petites et moyennes entreprises. Ce que nous faisons tous les trimestres, c'est que nous avons un rapport climat et ESG, c'est-à-dire qu'on on présente un rapport sur le carbone, éviter le recyclage de déchets, l'épuration d'eau créée par nos investissements, parce que nos investisseurs doivent avoir vraiment toute la transparence requise et savoir comment leur investissement dans nos fonds permet de faire avancer ces secteurs. Vous avez mentionné les marchés publics. Que pensez-vous de l'impact sur les marchés publics? Oui, je pense que c'est un sujet vraiment très chaud en ce moment, c'est-à-dire comment orienter les capitaux pour soutenir les entreprises. Et puis, il y a ces responsabilités ESG, environnementales, sociales et gouvernance. Et les objectifs ESG, eh bien, on regarde la manière dont les sociétés fonctionnent, leur politique d'information, de transparence par rapport à leur performance. Pourquoi c'est important, la transparence, et encore plus pour nous? Eh bien, ce n'est pas vraiment le fait de dire ce qu'on fait, mais cela permet de voir ce qu'elles font pour réduire leur empreinte carbone ou restaurer les ressources naturelles. Par conséquent, il est très important de faire la distinction entre l'investissement ESG d'un côté qui implique davantage d'informations sur le comment par rapport au quoi, qui est l'impact réel des sociétés de ce qu'elles font sur les ressources naturelles. On peut avoir une société qui va faire beaucoup d'informations, mais qui a peu d'impact concret. Et puis, il y a des sociétés comme des petites entreprises qui ne disent pas grand-chose de ce qu'elles font, mais par contre, dont les technologies vont vraiment permettre de traiter les défis majeurs que nous avons aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous nous concentrons plutôt sur ce que font les sociétés que nous incluons dans nos fonds. Merci beaucoup. Nous avons entendu parler des actions menées par les institutions financières du secteur privé grâce à vous. Mais maintenant, nous allons avoir une approche d'un autre type d'acteur, à savoir la Banque européenne d'investissement. Michael, bonjour. Vous êtes responsable climat à la division pour l'action pour le climat de la BEI. Quelle est l'approche de la banque en tant que prêteur public qui est influencé par les politiques publiques par rapport à cela? Eh bien, tout d'abord, merci. Je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous pour démystifier un peu ce que fait la BEI, notamment en termes de climat. Vous avez vu notre bâtiment le plus récent, sur le Kirchberg d'ailleurs. Eh bien, la BEI est une institution publique, ou du moins gérée par les politiques publiques. Ça n'est pas très glamour, mais c'est très important quand il est question de changement climatique. La BEI appartient aux États membres de l'Union européenne et finance des projets qui sont considérés importants pour l'économie européenne. C'est-à-dire que nous attribuons des prêts, nous investissons, nous prêtons des capitaux propres pour des acteurs du secteur qui investissent dans l'infrastructure ou, le sujet d'aujourd'hui, le climat et l'environnement. Alors, c'est une grande banque. Nous prêtons 60 milliards d'euros par an et 90% de ces fonds sont prêtés au sein de l'Union européenne. Et l'année dernière, en 2020, 40% de notre encours de prêt a contribué à des projets ou à bénéficier à des projets pour le climat et l'environnement. Et cette proportion est en augmentation croissante.
Alors, vous savez qu'il y a cette décennie 2021-2030 qui est la décennie critique, celle qui dira si nous pouvons rester dans le cadre de l'objectif des 1,5 degrés maxi de réchauffement climatique. Et donc, il va falloir faire beaucoup pour atteindre ces objectifs. Conscient de ce fait, la BEI a lancé sa feuille de route Banque Climat, Climate Bank Roadmap ou CBR, et il s'agit des démarches à entreprendre au cours des 5 années à venir pour contribuer à cet objectif. Il y a plusieurs dimensions. Je parlerai des objectifs que nous nous sommes fixés plus tard. Mais pour ce qui est de la politique, nous sommes le porte-étendard de la politique verte de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement, c'est-à-dire que nous allons être des adopteurs précoces de politiques qui représentent, dirais-je, vraiment le nec plus ultra de la finance verte en Europe. Par exemple, cette année ou l'année prochaine, nous deviendrons la première banque à mettre en ligne ces activités vertes avec les accords de Paris. Nous nous mettons en ligne avec la taxonomie de l'Union européenne. Vous le savez certainement, c'est un cadre de définition qui nous permet de déterminer quelles activités, quels investissements sont verts. Tout cela pour éviter l'éco-blanchiment, le greenwashing et le fait d'appliquer la taxonomie de l'Union européenne à notre mode opératoire ou nos modes opératoires implique de grands changements pour nous. Par exemple, il faut mieux évaluer les projets, les contreparties, la manière aussi dont nous informons. Et nous pensons qu'en aidant à mettre ces politiques en œuvre, nous les rendons vraiment, nous les généralisons dans toute l'Europe et c'est important. Et nous essayons de veiller à ce que le plus de capitaux possible soit attribué aux investissements verts. Merci beaucoup, Michael. Est-ce que vous pouvez dire plus précisément comment vous financez le changement? Eh bien, pour nous, il y a différentes perspectives. J'ai déjà parlé du CBR et des engagements que nous avons pris en termes de politique, mais notre banque a des effets dans le monde réel puisque nous prêtons 60 milliards par an, comme je l'ai dit. Et à partir de cette année, nous nous sommes fixés 2 objectifs quantitatifs très ambitieux. D'ici 2025, nous voulons avancer au moins 50% de nos fonds verts à des ou prêter à des investissements verts. Et cela nous permettra de réaliser notre second objectif qui est de soutenir des investissements allant à 1 000 milliards d'euros d'investissements verts d'ici 2030 et même plus. Comment faire? Eh bien, il faut travailler avec de nombreux types de contreparties qui travaillent dans de nombreux secteurs. Il faut investir dans de nombreux secteurs, dans de nombreux projets de tout type, parce qu'il faut que notre offre de crédit soit vaste. Il y a des prêts d'investissement de grande ampleur pour des projets d'infrastructures majeurs pour des acteurs du secteur public, des clients du secteur public, mais aussi nous fournissons des prêts aux PME, petites et moyennes entreprises ou classes moyennes, par exemple, pour proposer des apports en fonds propres et pour des petites entreprises innovantes et high-tech. Nous lançons aussi de nouveaux produits verts qui sont en conformité avec la taxonomie de l'UE, des obligations vertes, des prêts verts. On a commencé donc il y a une douzaine d'années à faire des obligations vertes. Mais l'idée, c'est de répondre à la demande du marché. Il faut des possibilités d'emprunt vert qui soient transparents, qui soient vraiment verts. L'idée est d'assurer que le maximum de capitaux soit affecté à des projets véritablement verts qui servent à la décarbonation. Alors, le mot projet est revenu
beaucoup. Donc c'est une question de projet et de résultats concrets. Est-ce que vous pourriez nous donner justement quelques exemples de projets concrets que vous financez? Bien sûr. Vous savez, il y a beaucoup d'exemples dont nous pourrions parler. L'année dernière, nous avons financé ou fourni plus de 25 millions d'euros au Luxembourg dans les investissements verts. Nous finançons beaucoup de types de projets, par exemple des projets d'infrastructures de vaste ampleur. Nous avons financé l'année dernière du nouveau matériel roulant pour les CFL au Luxembourg, pour les chemins de fer. Et puis, si on plonge un peu plus dans les détails, encore plus près d'ici, et cela interpellera ou cela plutôt fera le lien avec des points que nous avons évoqués précédemment. Le mois dernier, la BEI a signé un contrat de prêt de 280 millions d'euros avec ArcelorMittal. Et l'objectif de ce prêt est de soutenir son investissement dans l'innovation verte, ce qui permettra à ArcelorMittal de réduire son empreinte carbone. C'est un projet novateur et il correspond exactement à ce qui est important pour la BEI. Pourquoi est-ce que ce projet est important pour la BEI? Eh bien, parce qu'il soutient la décarbonation d'un secteur industriel qui est très gourmand en énergie. Donc, c'est vraiment le sujet dont nous discutons aujourd'hui. Et puis, cela implique l'investissement dans l'innovation verte. Et nous savons à quel point le développement de technologies vertes va être important pour nous pour parvenir aux changements radicaux requis pour décarboner l'industrie conformément aux objectifs qui ont été fixés. Et troisièmement, cela est en harmonie avec nos engagements pour le secteur privé et cela va permettre de renforcer le soutien au secteur privé qui est vraiment un objectif politique clé pour nous. Merci beaucoup, Michael. On l'a entendu, la réorientation du financement vers des solutions plus en ligne avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, ainsi que les solutions innovantes des entreprises sont des leviers d'action essentiels. Une autre approche dont on entend souvent parler est la compensation carbone. Elle est souvent même présentée comme la solution miracle à la réduction du CO2 dans l'atmosphère via, et c'est une de ses formes les plus communes, les plus connues, la reforestation. Mais qu'en est-il exactement? Nous accueillons maintenant Édouard Lambrechts, président de Graines de Vie. Alors, Graines de Vie est une association qui est active dans la reforestation dans un certain nombre de pays africains, comme le Togo, le Bénin, Madagascar, Cameroun ou encore le Ghana. Édouard, bonjour, bienvenue. Bonjour Sophie. Que signifie la reforestation, finalement? Et quels en sont ses résultats? Alors la reforestation, je suppose que tout le monde a sa petite idée. Ça consiste à planter des arbres pour refaire des forêts, pour parler simple. On peut même préciser que ces forêts sont définies au niveau international par l'ONU, qui définit pour pouvoir appeler ça une forêt, une taille minimale, une hauteur d'arbre, une densité. Mais je crois que ce n'est pas là vraiment le sens de votre question. Je pense que c'est plutôt quel est le concept, quelle est la perception qui se trouve derrière. Et là, ça devient effectivement très intéressant. Parce qu'on a parlé de forêt, on est tous d'accord pour estimer que la forêt peut capter du CO2, donc il y a un effet de compensation qui intervient. On est tous conscients de ce que la forêt a un élément clé pour préserver la biodiversité. Et dans certains pays comme Madagascar, c'est extrêmement important. Il y a une énorme population endémique à l'île. Mais dans ces pays-là, la perception est différente. Alors, lorsqu'on se déplace dans ces différents pays d'Afrique, puisque nous ne sommes actifs qu'en Afrique, la reforestation, ça a une toute autre signification. Donc, pour certains, la reforestation, ça consiste à recréer une mangrove pour se protéger des assauts de la mer, mais également pour
augmenter les ressources de pêche qu'ils avaient et qu'ils n'ont plus depuis que la mangrove a disparu. Début de cette année, j'étais au Cameroun, j'étais très surpris de la motivation. C'est en fait une commune qui n'a plus aucune forêt dans les environs, et tout simplement la température est devenue invivable. C'est devenu très dur de vivre dans cette commune, de sortir de chez soi, un soleil de plomb, donc ils souhaitent simplement un peu de fraîcheur. Et donc c'est ça la motivation à la reforestation chez eux. Pour d'autres, c'est tout simplement des régions plus vallonnées. Ils constatent que sans la forêt, les terres ravinent, il y a un problème d'érosion très important, la roche apparaît, donc c'est un phénomène irréversible, ils en sont conscients. D'autres encore, c'est tout simplement pour développer une certaine forme d'économie, et donc notamment d'agroforesterie dont on a parlé. Donc les motivations sont assez diverses. Et c'est là que se situe le concept de graines de vie, c'est de réunir autour d'un même projet ces entreprises du Nord, de notre pays, qui souhaitent compenser leur empreinte écologique, et ces populations, ces communes, ces institutions locales qui souhaitent répondre à des besoins. Ça, c'est notre core business, c'est notre concept. Et donc, Graines de Vie, en fait, c'est un réseau de 7 associations. Il y en a 3 en Europe, il y en a 4 en Afrique, dans les pays dont vous avez parlé. Et ensemble, et avec nos sponsors, nous identifions des projets que nous réalisons. Nos sponsors, ce sont les entreprises qui compensent. La mise en œuvre des projets, ça se fait sur place avec les communes et les communautés qui sont volontaires pour le faire. Voilà, ça c'est globalement le concept. Donc il y a, vous l'avez compris, il y a plus que de l'environnement là-dedans. Graines de Vie est une association qui est agréée par le ministère de la Coopération au Développement. Donc il y a une connotation coopération qui vient s'ajouter. Et donc, à côté de la reforestation, il y a toute une série d'effets induits dont on a parlé à l'instant. Alors, peut-être Sophie, pour répondre à l'autre partie de la question, c'est-à-dire quels sont les résultats attendus, donc quelques chiffres. Donc, Graines de Vie, c'est dans ces différents pays, mais surtout à Madagascar, c'est là où on est le plus concentré, c'est 250 sites, c'est-à-dire 250 communes qui sont concernées comment? Par une pépinière qui produit entre 10 000 et 50 000 plants chaque année. Et cette pépinière est faite pour répondre aux attentes assez diverses des populations locales. Ça, c'est notre core business. À côté de cela, nous avons, et on en est assez fiers quand même, 12 projets dans des parcs nationaux. Donc ça consiste vraiment à reforester les parcs, à les protéger également, à les étendre le cas échéant, avec évidemment un parfait respect de l'endémisme, c'est-à-dire des caractéristiques locales des plantes et des arbres, et en évitant toute forme de culture industrielle. Et puis le troisième projet, qui est un projet dont on a parlé aussi aujourd'hui, c'est les mangroves. Donc on développe assez bien de mangroves. C'est quelque chose qui est très nécessaire avec le changement climatique actuel. C'est aussi un concept qui capte beaucoup. Une mangrove capte plus que d'autres plantations, le CO2. Donc là, on a assez bien de projets réalisés, des projets en cours. On vient de terminer ici l'analyse de 300 km de côte à Madagascar. Nous avons repéré plusieurs sites où un besoin apparaît. On a également un très beau projet au Bénin qui se combine avec la protection d'un singe dont les populations sont en voie de disparition. Donc des choses très motivantes, il y a beaucoup de projets. Voilà en quelque sorte les résultats actuels de Graines de Vie. Très bien, merci Édouard. Vous avez parlé d'un certain nombre effectivement de points positifs avec cette reforestation en termes de captation de carbone. Oui. Et donc, effectivement, on parle souvent, on lit et on parle justement de compensation carbone. Et comme je le disais au début, c'est souvent présenté comme la solution miracle. Quelle est l'approche de Graines de Vie en ce qui concerne précisément la compensation carbone? Comment voyez-vous cela dans le contexte tout à fait global? Alors, nous, clairement, on se situe en fin d'échelle, à la fin du raisonnement. Donc, je crois qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais ça consiste, même, le raisonnement consiste à d'abord se poser les questions. Qu'est-ce que j'émets? C'est donc le bilan carbone. Comment puis-je réduire mon impact? Et à la fin, il y a ce qui actuellement est incompressible ou ce qui ne sera réductible que plus tard. Et la solution, c'est la compensation carbone, effectivement. Et la plantation d'arbres n'est qu'une des solutions parmi d'autres
pour compenser ces émissions. Donc c'est vraiment là que nous nous situons. Alors, une fois qu'on sait ce qu'il faut compenser, c'est de l'arithmétique simple. Il suffit de calculer la compensation que les arbres apportent. Alors, arithmétique simple, oui et non, parce qu'on est en train ici de calculer la compensation de vivants. Des arbres, ce n'est pas quelque chose de parfaitement standard. Il y a des aléas climatiques, etc. Donc, par rapport à ceux qui nous demandent de compenser leur émission carbone, nous sommes très prudents. Très prudents d'abord dans les chiffres. Donc, on peut donner quelques chiffres, même si ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Mais on part du principe qu'un arbre compense, dans les pays où nous sommes, en moyenne 5 kilos par an. 5 kilos, c'est très très peu. Donc si on lit la littérature, on verra plutôt 20, 25, dans les mangroves encore beaucoup plus, kilos par an. Pourquoi 5 kilos ? Parce qu'on est conscient qu'il y a des risques et qu'il y a des aléas, que tous les arbres ne pousseront peut-être pas comme on le souhaite, qu'il y aura peut-être des incidents, qu'il y a des saisons pluvieuses, mais il y a aussi des années assez sèches. Et donc l'un dans l'autre, nous avons pris cette hypothèse pour être très prudents dans ce que nous fournissons à nos sponsors. Ensuite, la deuxième clé pour la réussite, en tout cas telle que nous la voyons, c'est l'accompagnement du projet sur une longueur. Donc la plupart des projets, en général, portent sur 3 ans, sur 4 ans, c'est ce qu'on retrouve de manière standard, que ce soit des institutions internationales, des institutions étatiques ou même les entreprises se projettent souvent sur des projets à 3 ans. 3 ans pour une plantation, c'est peu. Et en fait, il faut un accompagnement. Donc 3 ans, c'est très bien pour planter, mais après, on reste. Et on reste à certains endroits depuis déjà plus de 10 ans pour accompagner nos plantations et pour s'assurer que, d'abord, elles ne sont pas mises en danger, et puis qu'il y a peut-être un complément à apporter. Et enfin, il faut quand même le dire, qu'il faut du contrôle. Donc nous contrôlons nous-mêmes en allant sur place, mais ça ne suffit pas. Nos sponsors, en tout cas les plus volontaires, se rendent eux-mêmes sur place pour voir ce qu'ils ont planté et quel est le résultat. Et en général, ça participe à leur motivation. Et puis, de manière peut-être plus scientifique, on s'est adjoint les services d'université locales avec lesquels on a passé un contrat. Ils auditent nos plantations, nous conseillent aussi sur ce que nous devons faire ou améliorer. Et enfin, mais ce n'est pas encore concrétisé, mais c'est une étape importante pour nous. Nous avons entamé un processus de certification de manière à pouvoir émettre des certificats carbone au profit des différentes parties prenantes autour du projet. Voilà, Sophie, ce que je peux répondre à cette question. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Édouard, pour ce partage et cette vision effectivement nuancée sur la compensation. Merci. Merci beaucoup. Nous avons donc vu effectivement des démarches innovantes dans l'industrie, des changements de stratégie dans le secteur de la finance. Il y a également une autre alternative dont on n'a pas encore parlé. Célia, bienvenue à nouveau sur le plateau. Là où je veux en venir, il s'agit de la circularité du carbone. C'est quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu plus, Célia, de quoi il s'agit ? Oui, donc la circularité du carbone ou l'économie circulaire du carbone, qu'on appelle aussi Carbon Capture and Utilization, donc CCU, c'est le concept en fait de capturer le CO2, soit au niveau des fumées industrielles, soit directement dans l'air, donc les technologies et l'impact ne sont pas les mêmes, et de convertir ce CO2 en produits du quotidien, notamment aux produits qui ont aujourd'hui une empreinte carbone importante, donc pour substituer à ces produits, avec comme but de réduire les émissions de CO2, mais aussi de défossiliser les processus en utilisant le CO2 en remplacement du carbone fossile qu'on utilise aujourd'hui pour créer beaucoup de produits du quotidien. Donc comment ça marche pratiquement ? Donc je vous donne différents exemples. Le premier, celui de la minéralisation. Donc on va utiliser des déchets industriels réactifs, par exemple, avec du CO2 pour créer des matériaux de construction.
C'est un processus qui demande assez peu d'énergie parce qu'on a l'énergie déjà dans les déchets, des déchets qui contiennent des minéraux. Ces minéraux vont réagir avec le CO2 pour créer du calcaire. Donc c'est un processus qui se passe naturellement pour créer le calcaire des montagnes qu'on a autour de nous. Et ici, on a des technologies qui permettent d'accélérer ce processus qui se fait sur des milliers, voire des millions d'années de manière naturelle, et de créer en fait du calcaire ou des agrégats. Et ces agrégats peuvent être utilisés en substitution du ciment dans les matériaux de construction. Donc non seulement on arrive à séquestrer le CO2 de manière permanente dans ces matériaux de construction, et aussi on arrive à donc faire en sorte qu'on ait moins de ciment dans ces matériaux de construction, le ciment qui est un des plus gros problèmes aujourd'hui du fait de son intensité carbone. Et il existe d'autres types de technologies qu'on appelle les Power to X. Donc le concept, c'est de prendre du CO2, à nouveau qu'il soit de l'air ou des fumées industrielles, de le faire réagir avec de l'hydrogène vert, donc de l'hydrogène qui est créé par l'électrolyse de l'eau en utilisant de l'énergie renouvelable. Et donc en prenant ce CO2 et cet hydrogène vert, on peut créer à peu près tous les produits chimiques existants et aussi des carburants renouvelables, qu'on appelle les carburants renouvelables qui ne sont pas d'origine biologique. Et donc ce processus-là demande beaucoup d'énergie renouvelable. Donc c'est un processus qu'il faut utiliser quand on ne peut pas utiliser l'électrification directement. Mais c'est un processus qui peut être extrêmement important et qui permet à nouveau de remplacer les carburants basés sur le carbone fossile par du CO2. Sachant qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de décarbonisation, mais le problème n'est pas le carbone. On est fait de carbone, tout autour de nous est fait de carbone. Le problème, c'est qu'on a mis énormément de carbone fossile à la surface de la Terre alors qu'il n'a rien à y faire et donc de notre atmosphère. Et c'est ça qui entraîne les changements climatiques causés par l'activité humaine. Donc aujourd'hui, il s'agit évidemment de décarboniser les émissions, mais surtout de défossiliser les processus et d'arrêter d'extraire le carbone fossile. Donc c'est vraiment l'idée de créer cette économie circulaire du carbone en utilisant le CO2 et en essayant de créer le maximum de circularité entre les différents processus. Alors, vous avez cité un certain nombre d'exemples effectivement concrets d'application de ces principes. Quelles sont les éventuelles pistes que vous estimez prometteuses, si on se projette un peu? Donc même avant de parler des pistes, je peux peut-être parler des projets concrets, parce que j'ai donné des pistes concrètes technologiques, mais des projets concrets en Europe. Oui. On a à peu près 125, même un peu plus de 125 projets innovants en Europe dans ce contexte-là, dont la moitié sont des projets qui sont à haut TRL, donc Technology Readiness Level, donc des projets qui sont prêts à être commercialisés. Donc c'est très intéressant et je pense que l'Europe se pose en leader au niveau de ces technologies. Donc on a par exemple des projets qui consistent à utiliser du CO2, notamment d'ArcelorMittal, des sidérurgistes en général, qui sont des émissions inévitables dans la plupart des cas, pour créer de l'urée, qui est un fertilisant qui est énormément utilisé et qui a une empreinte carbone importante. On a des projets aussi qui ont pour but d'utiliser le CO2 pour créer du kérosène. Il y a un projet en Norvège qui s'appelle Norsk e-Fuel, qui utilise le CO2 directement dans l'air, qui le fait réagir avec de l'hydrogène vert pour créer du kérosène. Et ce kérosène peut être utilisé aujourd'hui dans les infrastructures existantes, donc les infrastructures de transport, de distribution et de stockage de l'énergie. Donc c'est une façon en fait de stocker de l'énergie renouvelable et d'utiliser cette énergie renouvelable dans l'aviation où on ne peut pas l'utiliser de manière directe. Et donc dans ce projet-là, ils ont pour but de décroître de 50% l'empreinte carbone des 5 voies d'aviation les plus utilisées en Norvège d'ici à 2026. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant avec cette idée de s'approcher au maximum d'une aviation zéro carbone. Et puis on a d'autres projets aussi qui consistent à créer du méthane, donc ce qui est du gaz naturel qu'on utilise aussi au quotidien à base de CO2. Donc du méthane qui serait renouvelable et donc plus fossile pour diminuer au maximum l'impact. Et concernant la minéralisation, il existe déjà aujourd'hui des villes comme la ville de Gand, qui était la première en Belgique, qui était la première à installer des trottoirs faits à base de briques à base de CO2. Donc c'est vraiment des choses qui sont déjà en train d'être commercialisées dans toutes les régions du monde. Et donc concernant les pistes, pour revenir vers les pistes, je pense qu'il faut s'intéresser vraiment au secteur où on n'a pas d'autres alternatives. Il faut toujours penser efficacité énergétique d'abord. Donc il faut vraiment s'orienter vers les zones comme l'aviation, comme le maritime, où on a très peu d'autres alternatives. Évidemment, à nouveau, pensons sobriété, diminuons le transport, mais malgré tout, on va devoir continuer à utiliser ces transports-là, les véhicules lourds également. Donc il faut essayer de trouver des solutions, notamment le méthanol, qui est une solution qui est fortement développée. Il y a de nombreux projets en Europe dans cette direction-là. Et quand on pense aux pistes, il faut aussi réfléchir à comment est-ce qu'on va
créer ces solutions à large échelle. On a besoin d'un contexte favorable en termes de régulation, en termes de législation au niveau européen et au niveau aussi des États membres de l'Europe et des pays en général. Et donc ça commence à évoluer. On voit dans le Fit for 55 qui a été publié par l'Europe il y a quelques mois que les choses avancent à ce niveau-là. Donc on a gentiment un contexte favorable à une économie circulaire du carbone qui est en train de se développer. Mais il faut aussi qu'au niveau de l'industrie, on comprenne bien le principe et qu'on change un peu, enfin qu'on change complètement même le business model en réalisant que le problème d'une industrie peut devenir une opportunité pour une autre. Donc essayons de créer des symbioses industrielles et on a beaucoup de zones en Europe et au Luxembourg aussi d'ailleurs qui sont très intéressantes dans ce contexte-là. Donc ça, ce sont les pistes principales à investiguer. Merci Célia. Et je retiendrai, je pense, effectivement, comme mot de la fin pour ce plateau, ce que vous venez de dire, effectivement, en disant qu'un certain nombre de ce qui peut être considéré comme des problèmes peuvent être effectivement, finalement, considérés comme des opportunités. Il s'agit ici, avec toutes ces innovations dont on a parlé aujourd'hui, de nouveaux marchés, de nouveaux débouchés. Et c'est bien de cela dont il s'agit pour toutes les organisations qui, bien évidemment, doivent continuer à exister, à se développer et à pouvoir développer ces nouvelles solutions innovantes. On l'a vu également, les solutions sont diverses. Il n'y a pas de solution miracle, pas de solution unique. Et c'est finalement avec un effort conjoint de différents acteurs de la société. Donc sur ce plateau, nous avons eu ces interventions du secteur industriel, d'acteurs publics, du secteur financier. Ce sont des actions communes qui vont permettre effectivement d'arriver à améliorer et surtout donc effectivement à remplir nos objectifs et à contenir l'augmentation des températures. Nous sommes dans la décennie de l'action, alors n'hésitez plus, comme nos intervenants, vous aussi agissez. Un grand merci à tous nos intervenants, un grand merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis aujourd'hui. Maintenant, une pause avant la poursuite de notre programme pour 17h20. Merci.